mon pasteur est entré dans ma chambre. Alors que je dormais, une histoire d'infidélité, ma vie a toujours été marquée par la routine. Comme beaucoup de femmes, je rêvais d'un mariage parfait, d'une belle maison et d'enfants heureux. Et pendant un certain temps, il semblait que j'avais tout cela. Mon mari, Philippe, était un homme dévoué à son travail, ambitieux et pourvoyeur. Nous avions une maison confortable, sans luxe extravagant, mais avec tout ce dont nous avions besoin. Philippe et moi nous étions rencontrés à l'université, et depuis, il avait toujours été mon port d'attache. Je me souviens de notre jour de mariage comme si c'était hier. L'église était pleine de fleurs, les invités radieux, et je me sentais la femme la plus chanceuse du monde. Philippe me regardait comme si j'étais la seule femme sur terre. À ce moment-là, je croyais que rien ne pourrait nous séparer. Cependant, la vie réelle n'est pas un conte de fées. Au fil des années, la passion a cédé la place à la routine. Philippe devenait de plus en plus impliqué dans son travail, rentrant tard à la maison et souvent partant tôt, avant que je ne me réveille. Notre temps ensemble se réduisait à des repas rapides et des discussions sur des sujets domestiques. J'essayais de maintenir la flamme allumée en préparant des dîners spéciaux, en planifiant de petites sorties, mais il semblait que quelque chose manquait. Philippe avait toujours quelque chose de plus important à faire. J'ai commencé à ressentir un vide croissant, une solitude qui me consumait lentement. Même entourée de gens, je me sentais seule. C'est dans ce contexte que j'ai commencé à fréquenter l'église du quartier. Je n'étais pas vraiment religieuse, mais j'avais besoin de quelque chose qui m'apporte paix et but. L'église était un refuge, un endroit où je pouvais respirer profondément et oublier, ne serait-ce que pour quelques moments, la vie vide que je menais à la maison. C'est là que j'ai rencontré le pasteur Jean. Il était différent de toutes les personnes que j'avais connues, charismatique, attentif et avec une façon de parler qui touchait l'âme. Nous avons commencé à discuter après les services, d'abord sur des sujets spirituels et des questions de vie. Je me sentais accueillie et écoutée comme jamais auparavant. Jean avait une manière spéciale de faire en sorte que chaque personne se sente importante. Il me posait des questions sur ma vie, mes rêves et mes peurs. Et pour la première fois depuis longtemps, je m'ouvrais complètement à quelqu'un. Un mélange d'admiration, de gratitude et, inévitablement, d'attirance. Je savais que c'était mal, que je jouais avec le feu, mais le besoin de me sentir vivante et désirée était plus fort que ma raison. Ainsi, la relation avec Jean s'est approfondie. Ce qui avait commencé comme une simple amitié a rapidement évolué en quelque chose de plus complexe et interdit. Nous nous rencontrions de plus en plus souvent, toujours sous le prétexte de discuter de sujets de l'Église ou d'aider à un projet communautaire. Je savais que je marchais sur un terrain dangereux, mais je ne pouvais pas m'arrêter. Philippe était de plus en plus absent, et moi, de plus en plus impliquée avec Jean. C'était comme si je vivais deux vies parallèles, celle d'une épouse dévouée et celle d'une femme amoureuse d'un homme qui n'était pas son mari. Et ainsi, ma vie parfaite a commencé à s'effondrer, peu à peu, sous le poids des choix que je faisais. Le moment où tout a changé s'est produit un jour ordinaire. Nous étions dans la salle de l'église, préparant les arrangements pour un événement caritatif. L'ambiance était de travail, mais aussi de complicité. Jean et moi échangions des regards et des sourires, de petits gestes que seuls nous comprenions. Cet après-midi-là, la salle était vide. Tout le monde était parti déjeuner. Jean s'est approché de moi, les yeux intenses, et a pris ma main. J'ai ressenti un frisson parcourir ma colonne vertébrale. Il n'a pas eu besoin de dire quoi que ce soit, car le silence entre nous parlait plus fort que n'importe quel mot. Sans réfléchir, sans hésiter, nous nous sommes embrassés. C'était un baiser plein de passion réprimée, de désirs accumulés. Et c'est là, à ce moment, que j'ai trahi Philippe pour la première fois. La culpabilité m'a envahi immédiatement après le baiser, mais en même temps, j'ai ressenti une vague d'adrénaline et d'émotion comme je n'en avais pas ressenti depuis longtemps. Jean m'a regardé dans les yeux et,
avec un sourire, m'a dit que tout irait bien, que nous devions nous calmer et retourner au travail. Sa confiance m'a donné une fausse sensation de sécurité. Les jours suivants ont été un tourbillon d'émotions conflictuelles. À la maison, j'essayais d'agir normalement, mais la proximité avec Philippe devenait de plus en plus difficile. Chaque fois qu'il me touchait, je me souvenais du baiser avec Jean, et la culpabilité me consumait. D'un autre côté, la simple vue de Jean à l'église faisait battre mon cœur. Nos conversations sont devenues plus intimes, plus chargées de secrets et de désirs. Nous nous retrouvions chaque fois que nous le pouvions, toujours sous le prétexte de quelque travail de l'église. Et chaque fois, l'implication physique se faisait plus intense. Je savais que je m'enfonçais dans quelque chose d'irréversible, mais je ne pouvais pas m'arrêter. L'attraction pour Jean était plus forte que ma volonté de faire ce qui était juste. Je me souviens d'une nuit en particulier, lorsque Philippe est rentré tard à la maison, épuisé et distrait. J'avais passé l'après-midi avec Jean, dans un parc éloigné de la ville. Nous nous étions rencontrés en secret. Et là, sous l'ombre des arbres, nous nous sommes abandonnés l'un à l'autre pour la première fois. La sensation d'être avec Jean, libre de toute culpabilité ou responsabilité, était enivrante. Quand Philippe est entré dans la maison, je l'ai regardé et j'ai ressenti une pointe de douleur. C'était un bonhomme et il ne méritait pas ce que je faisais. Mais, en même temps, la frustration et la solitude que je ressentais à ses côtés me poussaient de plus en plus vers les bras de Jean. Les jours ont suivi, et la relation avec Jean est devenue un secret lourd, mais en même temps, une source de joie clandestine. En public, nous étions prudents, nous gardions les apparences. Mais en coulisses, nous vivions une passion dévorante qui me faisait sentir vivante comme jamais auparavant. Philippe, quant à lui, continuait à ignorer tout. Son absence devenait plus fréquente et il ne semblait pas remarquer les changements en moi. Moi, d'un autre côté, je me voyais partagée entre deux mondes, celui de l'épouse dévouée et celui de la femme amoureuse d'un autre homme. La tension augmentait et je savais que je ne faisais que retarder l'inévitable. Quelque chose devait céder et quand cela arriverait, la chute serait dévastatrice. Je me préparais à affronter les conséquences, mais en même temps, je ne pouvais pas arrêter de vivre cet amour interdit. Le calme avant la tempête n'a pas duré longtemps. Philippe a commencé à remarquer que quelque chose était différent. Peut-être étaient-ce les regards furtifs que je lançais à mon téléphone portable, ou les excuses fréquentes pour sortir de la maison. Peut-être était-ce la froideur que, sans le vouloir, je laissais transparaître dans nos moments ensemble. Mais, d'une certaine manière, il a commencé à se méfier. Un soir, alors que j'étais dans la cuisine en train de préparer le dîner, Philippe est entré et s'est adossé à la porte, m'observant en silence. Il y avait quelque chose dans son regard qui m'a fait frémir. Finalement, il a demandé « Claire, est-ce que tout va bien? Tu agis de manière étrange ces derniers temps. » J'ai essayé de sourire et de changer de sujet, mais je savais que ma réponse ne le convaincrait pas. Il a continué à m'observer et à ce moment-là, j'ai ressenti un poids énorme sur ma poitrine. La culpabilité et la peur se mélangeaient, rendant difficile même de respirer. « Tout va bien, Philippe. Je suis juste un peu fatiguée, tu sais comment c'est. » Il n'a pas répondu, mais son regard me disait qu'il ne me croyait pas. Les semaines suivantes ont été tendues. Philippe a commencé à poser des questions plus fréquentes, et je me sentais de plus en plus acculée. Chaque rencontre avec Jean devenait un risque plus grand, mais la passion que nous ressentions l'un pour l'autre était impossible à ignorer. Un jour, Philippe est rentré plus tôt du travail, quelque chose de rare. J'étais dans le salon, perdue dans mes pensées, quand il est entré et s'est assis à côté de moi sur le canapé. Sans détour, il est allé droit au but. « Claire, tu me trompes ?» Mon cœur a accéléré. Je l'ai regardé, essayant de garder mon calme, mais je savais que mes yeux me trahissaient. Avant que je ne puisse répondre, il a continué. « Je sais que quelque chose se passe. Tu es distante, toujours en train de sortir de la maison sans explication convaincante. Dis la vérité, Claire. » La salle semblait rétrécir autour de moi. Le poids de la vérité était sur le point d'écraser tout ce que je connaissais.
j'ai ressenti une douleur que je n'aurais jamais imaginée. Mais j'ai aussi eu le temps de réfléchir sur nous, sur notre mariage et sur ce qui a mal tourné. J'acquiesçais, l'encourageant à continuer. Je sais que mon travail nous a éloignés, et c'est quelque chose que je dois changer. Mais j'ai aussi réalisé que, malgré tout, je t'aime toujours. Et je veux essayer de réparer cela, si tu le veux aussi. Il s'est levé, faisant quelques pas pour s'éloigner de moi, comme s'il avait besoin d'espace pour tout assimiler. L'angoisse dans ses yeux était palpable. Qui est-ce? Sa voix était un murmure, pleine de douleur et de colère contenue. J'ai hésité, mais je savais que mentir ne servirait à rien. C'est le pasteur Jean. Nous nous sommes rencontrés à l'église et les choses ont simplement arrivé. Philippe a fermé les yeux, comme s'il essayait d'effacer les images que ma confession avait créées dans son esprit. Le silence qui a suivi était torturant. Enfin, il a ouvert les yeux et m'a regardé. « Comment as-tu pu faire cela, Claire? Après tout ce que nous avons construit ensemble ?» Je n'avais pas de réponse. La douleur dans le regard de Philippe était un reflet de ma propre culpabilité et de mes regrets. Et à ce moment-là, j'ai réalisé que notre mariage ne serait plus jamais le même. À partir de ce jour, Philippe a commencé à agir différemment. Il est devenu plus observateur et ses absences ont diminué. Il était déterminé à sauver notre mariage, mais la méfiance et la douleur qu'il ressentait étaient évidentes. Et moi, malgré tous mes efforts, je ne pouvais pas effacer le lien que j'avais avec Jean. La tension à la maison augmentait, et je savais que nous étions au bord de l'effondrement. Chaque jour qui passait, la culpabilité et la peur d'être découverte à nouveau me consumaient. Philippe était plus présent, mais sa présence me rappelait constamment l'erreur que j'avais commise. Je ne savais pas comment réparer les choses, ni même si c'était possible. J'étais prise dans un cycle de culpabilité, de désir et de regret, et je ne voyais pas d'issue. La vérité était que j'étais perdue, et chaque pas que je faisais semblait me plonger plus profondément dans cet abîme de trahison et de douleur. La découverte de la trahison n'a pas été la fin, mais le début d'un nouveau tourment. Philippe a décidé que nous avions besoin d'une pause, un temps pour réfléchir et essayer de trouver un chemin de retour l'un vers l'autre. Il a suggéré que nous nous éloignions pendant un certain temps, mais la vérité est que cet éloignement n'a fait qu'intensifier mon lien avec Jean. Pendant que Philippe était parti, Jean et moi nous voyions plus fréquemment. La clandestinité de nos rencontres ajoutait une couche d'excitation, mais aussi de peur. Je savais que la corde était tendue au maximum et que tout faux pas pouvait nous exposer. C'est lors d'un événement communautaire à l'église que tout s'est effondré. Nous organisions une foire caritative et Jean et moi étions chargés de plusieurs tâches. L'ambiance était animée, avec des familles et des enfants éparpillés dans le hall, riant et s'amusant. Au milieu de l'agitation, Jean m'a tiré dans un coin plus isolé, où personne ne pouvait nous voir. Nous avons échangé un baiser rapide, chargé de passion et de culpabilité. Nous ne savions pas que Philippe était rentré plus tôt que prévu et se trouvait à la foire, observant tout de loin. Soudain, j'ai entendu une voix qui m'a glacé le sang. « Claire !» Philippe était là, les yeux fixés sur nous, la douleur et la colère évidentes sur son visage. Le hall est devenu silencieux. Tous les regards se sont tournés vers nous. J'ai senti mon cœur s'arrêter, et pendant un moment, je n'ai pas pu bouger. Jean a fait un pas en arrière, surpris et tout aussi terrifié. « Que se passe-t-il ici ?» Philippe a crié, sa voix résonnant dans le hall. Les murmures ont commencé, et j'ai ressenti les regards de jugement des gens autour de moi. J'ai essayé de parler, mais ma voix a échoué. Philippe s'est approché de nous, et la tension était palpable. Il a regardé Jean, puis moi, et a alors fait quelque chose que je n'aurais jamais imaginé. Il a pris le micro utilisé pour les annonces de la foire. « Vous devez tous savoir ce qui se passe ici. » Sa voix tremblait d'émotion. Ma femme, Claire, me trompe avec le pasteur Jean. Le choc a été instantané. Les gens ont commencé à murmurer, choqués par cette révélation publique.
Je voulais disparaître, fuir, mais mes jambes ne bougeaient pas. Jean a tenté d'intervenir, mais Philippe l'a écarté d'un geste brusque. « Vous nous avez trahis », a continué Philippe, me regardant avec un mélange de douleur et de mépris. « Et maintenant, tout le monde sait. J'espère que vous êtes heureux de ce que vous avez fait. » Avec ces mots, il a jeté le micro par terre et est sorti du hall, laissant derrière lui un silence embarrassé et des regards incrédules. Je suis restée là, paralysée, ressentant le poids du jugement de tous ceux qui m'entouraient. Jean a essayé de me consoler, mais je ne pouvais rien entendre. Mon esprit était en ébullition, et les conséquences de nos actions venaient de se concrétiser de manière brutale et publique. Après ce jour, ma vie a changé radicalement. Philippe a demandé le divorce, et la communauté de l'Église m'a tourné le dos. J'étais une paria, une femme marquée par la trahison et le scandale. Les gens qui me saluaient autrefois avec des sourires m'évitaient maintenant, murmurant dans mon dos. Jean a essayé de me soutenir, mais la pression était trop grande. Lui aussi était jugé, et notre relation a commencé à s'effondrer sous le poids de la réalité. Je me suis retrouvée seule, face aux conséquences de mes choix. Ma vie parfaite était en ruine, et je devais trouver un moyen d'avancer, de reconstruire ce qui restait de moi. Les jours suivant la révélation publique ont été un flou de douleur et de confusion. Philippe s'est complètement éloigné de moi, se déplaçant rapidement pour officialiser le divorce. Je me sentais comme une criminelle en jugement, chaque mouvement étant observé et commenté par la communauté. Le processus de divorce a été rapide et douloureux. Philippe était déterminé à couper tous les liens et je savais que je n'avais pas le droit de demander quoi que ce soit. Il a pris presque tout. La maison, les meubles, même notre chien. Je suis restée seulement avec mes vêtements et quelques affaires personnelles. Notre dernière rencontre a eu lieu dans le bureau de l'avocat. Philippe ressemblait à une ombre de l'homme que je connaissais. Ses yeux étaient vides et sa voix froide. « Claire, je veux que cela se termine vite. Je ne peux plus te regarder sans penser à ce que tu as fait. » Je n'avais pas la force de discuter. J'ai signé les papiers en silence, sentant une douleur profonde à chaque trait de plume. Avec un dernier regard, Philippe s'est levé et est sorti de la salle, me laissant seule avec mes pensées et mes regrets. Après le divorce, ma vie est devenue un désert émotionnel. La communauté de l'Église, qui était autrefois un refuge, m'évitait maintenant. Je suis devenue la cible de commérages et de regards de mépris. Les femmes qui me saluaient avec des sourires chuchotaient maintenant entre elles quand je passais. Jean a essayé de rester à mes côtés, mais la pression était trop forte. Lui aussi était jugé, et notre relation a commencé à s'effondrer sous le poids de la culpabilité et de la honte. Nos rencontres, qui étaient autrefois pleines de passion et d'excitation, sont devenues tendues et chargées de tristesse. Un soir, il est venu chez moi, un petit appartement que j'avais loué avec le peu d'argent qu'il me restait. Nous nous sommes assis dans le salon, dans un silence gênant. Enfin, il a parlé. « Claire, je pense que nous avons besoin d'un peu de temps. Tout cela nous détruit. J'ai besoin de m'éloigner. » Je savais qu'il avait raison, mais entendre ces mots était comme un coup final. Nous avons pleuré ensemble, enlacés, sachant que c'était la fin de quelque chose qui, bien que mauvais, nous avait apporté des moments de bonheur. Après le départ de Jean, je me suis retrouvée complètement seule. La douleur de la trahison, la perte de mon mariage et la fin de la relation avec Jean m'ont laissée en morceaux. Je ne savais pas comment avancer, comment reconstruire ma vie à partir des ruines. C'est alors que j'ai commencé à réfléchir à mes erreurs. J'ai réalisé que j'avais cherché à l'extérieur quelque chose qui manquait à l'intérieur. La trahison, la passion clandestine, tout cela était une tentative désespérée de combler un vide que seul moi pouvais comprendre et résoudre. J'ai décidé que j'avais besoin de rédemption, d'une manière de me pardonner, et peut-être un jour d'être pardonnée. J'ai commencé à fréquenter un groupe de soutien pour les femmes qui avaient vécu des situations similaires. Là, j'ai trouvé d'autres histoires de douleur,
de trahison et de rétablissement. J'ai appris que je n'étais pas seule et que, malgré les erreurs, il était possible de trouver un chemin de retour. Ce fut un processus lent et douloureux. Chaque jour était une bataille contre la culpabilité et le regret. Mais peu à peu, j'ai commencé à ressentir une légère lueur d'espoir. Je me suis engagée dans des travaux bénévoles et dans d'autres femmes qui traversaient des moments difficiles. J'ai trouvé un but en soutenant et en écoutant, quelque chose que je n'avais jamais expérimenté auparavant. Il y avait encore des jours où la douleur revenait avec force, mais j'ai appris à y faire face. Je savais que la confiance, une fois brisée, était difficile à réparer, mais je savais aussi que la vie continue et que je devais trouver un moyen d'avancer. J'ai décidé que, pour vraiment me racheter, je devais faire quelque chose de significatif de ma vie. Travailler avec le groupe de soutien m'a donné un but, mais je savais que je devais aller plus loin. Je voulais aider d'autres femmes à éviter les erreurs que j'avais commises, à trouver la force en elles-mêmes avant de la chercher ailleurs. J'ai commencé à étudier la psychologie. Reprendre les études après tant d'années était un défi, mais aussi revigorant. Je me suis plongée dans les livres, les cours, chaque opportunité d'apprendre et de grandir. Chaque réalisation, aussi petite soit-elle, me donnait un sentiment d'accomplissement que je n'avais pas ressenti depuis longtemps. En même temps, j'ai continué mon travail bénévole. J'ai rencontré des femmes incroyables, chacune avec sa propre histoire de douleur et de dépassement. Elles m'inspiraient, et elles, à leur tour, trouvaient du réconfort en sachant qu'elles n'étaient pas seules. Nous avons formé un réseau de soutien mutuel, un espace sûr où nous pouvions partager nos expériences sans jugement. Pendant cette période, j'ai commencé à écrire un blog. Nous avons échangé pendant des semaines, envoyant de longs emails chargés d'émotions. Marie était au bord de l'effondrement, perdue et sans espoir. J'ai décidé que je devais faire plus pour elle. J'ai organisé une rencontre en personne avec Marie et d'autres femmes qui suivaient mon blog. Ce fut une expérience transformative. Les voir là, partageant leurs histoires en direct, riant et pleurant ensemble, m'a fait réaliser l'impact que je pouvais avoir. J'ai décidé que je devais formaliser ce travail. Avec le temps et le soutien d'amis et de la famille, j'ai fondé une ONG dédiée à soutenir les femmes en crise. Nous offrions des conseils, des groupes de soutien, des ateliers et des programmes d'autonomisation. C'était un travail ardu, mais extrêmement gratifiant. Pour chaque femme que nous aidions, je sentais que j'étais un pas de plus vers la rédemption. Philippe, de son côté, a continué sa vie. J'ai appris par des amis communs qu'il avait trouvé quelqu'un, une femme qui le traitait avec le respect et l'amour qu'il méritait. J'étais heureuse pour lui, malgré la douleur que cela me causait encore. Je savais qu'il méritait d'être heureux, tout comme moi je luttais pour l'être. Un jour, nous nous sommes rencontrés par hasard dans un café. Ce fut une rencontre inattendue et tendue. Nous avons échangé des salutations formelles, puis, à ma surprise, il a demandé « Comment vas-tu, Claire ?» Sa voix était douce, sans le ton de colère et de ressentiment que je craignais. Il m'a parlé de sa vie et je lui ai parlé de mon ONG. Il semblait vraiment impressionné et, pour la première fois depuis des années, nous avons parlé comme de vieux amis. « Je suis content que tu aies trouvé un but, » a-t-il dit, avant de partir. « Je te souhaite tout le meilleur. » Ces mots, simples mais sincères, m'ont apporté une paix que je n'avais pas ressentie depuis longtemps. Je suis sortie de ce café avec le cœur plus léger, sentant que, d'une certaine manière, j'avais commencé à reconstruire non seulement ma vie, mais aussi ma dignité. L'ONG a grandi plus rapidement que je ne l'avais imaginé. En quelques années, nous aidions des centaines de femmes, offrant soutien et orientation. Nous sommes devenus un point de référence dans la communauté, et mon travail a commencé à être reconnu au-delà des frontières locales. J'ai reçu des invitations pour des conférences, des interviews et des colloques. Mon histoire de trahison et de rédemption résonnait avec beaucoup de personnes, et j'ai utilisé chaque occasion pour partager mes expériences et mes apprentissages. J'ai découvert que parler de mes erreurs de manière ouverte et honnête non seulement m'aidait,
mais inspirait aussi les autres à affronter leurs propres défis. Pendant l'une de ces conférences, j'ai rencontré Anna. Elle était une jeune mère, essayant de se remettre d'une relation abusive. Elle voyait en moi un exemple de dépassement, et j'ai commencé à la guider personnellement. Anna est devenue une sorte de protégée, et sa détermination et sa résilience me rappelaient mon propre parcours. Une nuit pluvieuse, alors que je révisais des documents au siège de l'ONG, j'ai reçu un appel inattendu. C'était Jean. Sa voix, bien que familière, sonnait différemment, plus mûre et sereine. Il a dit qu'il était en ville et qu'il aimerait me voir. J'ai accepté, ressentant un mélange d'anxiété et de curiosité. Nous nous sommes retrouvés dans un café tranquille. Jean semblait plus vieux, plus sage. Nous avons discuté du passé, de nos vies et des chemins que nous avons pris. Il m'a dit qu'il avait déménagé dans une nouvelle ville, où il avait trouvé un nouveau but et la paix. « Claire, je suis désolée pour tout, » a-t-il dit, tenant ma main. « J'espère que tu peux me pardonner. » Je l'ai regardé et j'ai ressenti que, finalement, je pouvais laisser le passé derrière moi. J'ai redécouvert des hobbies que j'avais laissés de côté, comme la peinture et la lecture. J'ai fait de nouveaux amis, des personnes qui me soutenaient et croyaient en moi. L'un de ces amis, Marc, est devenu quelqu'un de spécial. Je l'ai rencontré lors de l'une des conférences auxquelles j'ai participé, et notre amitié a lentement évolué en quelque chose de plus profond. Marc était gentil, patient et compréhensif. Il connaissait mon histoire et m'acceptait telle que j'étais, avec toutes les cicatrices et les leçons apprises. Notre relation a fleuri de manière naturelle et saine. Il n'y avait pas de secret, seulement une honnêteté brutale et un respect mutuel. Marc m'a aidé à voir que, malgré mes erreurs passées, je méritais d'être aimée et heureuse. Avec le temps, j'ai commencé à rêver à nouveau. Des rêves d'un avenir plein de possibilités, de nouvelles réalisations et pourquoi pas, d'un nouvel amour. Mon parcours de rédemption n'a pas été facile, mais chaque pas m'a conduit à un endroit de plus grande compréhension et d'acceptation. J'ai appris que la confiance, une fois brisée, peut être difficile à réparer, mais pas impossible. Avec patience, travail acharné et amour, il est possible de reconstruire et d'avancer. Mon histoire, pleine de trahison et d'infidélité, est devenue une histoire de dépassement et d'espoir. Et cela, pour moi, était la véritable rédemption. Avec le temps, j'ai appris à vivre avec le passé, à l'accepter comme une partie de moi sans le laisser définir mon présent ou mon futur. Cependant, je savais qu'il restait un chapitre non résolu. Je devais affronter ma communauté d'autrefois et chercher, sinon le pardon, du moins une clôture. L'opportunité s'est présentée un après-midi chaud d'été. J'ai été invitée à parler dans une église d'une autre ville de mon parcours de rédemption et du travail de l'ONG. À ma surprise, j'ai appris que certains membres de mon ancienne église seraient présents. Au début, j'hésitais. L'idée de faire face à ces visages familiers, de revivre tout le jugement et la honte, me terrifiait. Mais Marc, toujours patient et encourageant, m'a rappelé que c'était un pas nécessaire pour ma guérison complète. Je suis arrivée tôt au lieu de l'événement. L'église était décorée simplement mais de manière accueillante. Cet environnement m'a apporté un mélange de nostalgie et d'anxiété. À mesure que les gens commençaient à arriver, j'ai vu quelques visages connus. J'ai ressenti un frisson, mais j'ai respiré profondément, me rappelant tout le chemin parcouru jusqu'ici. Quand ce fut mon tour de parler, je suis montée sur le podium avec les mains tremblantes. J'ai regardé l'audience, cherchant de la force dans les visages amicaux que je trouvais ici et là. J'ai commencé à raconter mon histoire, depuis les jours de mariage avec Philippe jusqu'au moment où tout s'est effondré. J'ai parlé de ma trahison, du divorce, de la honte publique et enfin, de ma quête de rédemption. Je sais que beaucoup d'entre vous m'ont jugé, et à juste titre, dis-je, ma voix tremblant un peu. J'ai commis des erreurs terribles, j'ai blessé des personnes que j'aimais, et j'ai perdu tout ce qui comptait pour moi. Mais à partir de ces erreurs, j'ai trouvé une nouvelle raison de vivre,
en aidant d'autres femmes à ne pas commettre les mêmes erreurs que moi. Il y eut un moment de silence après mes paroles. Puis, une femme se leva. C'était Sophie, une des leaders de mon ancienne église. Avec une expression sérieuse, elle s'est dirigée vers moi et a pris le micro. « Claire, nous commettons tous des erreurs. Certains sont plus publics que d'autres, mais nous avons tous nos propres défauts et regrets. L'important est ce que nous faisons après ces erreurs. Et toi, Claire, tu as trouvé un moyen de transformer ta douleur en quelque chose de positif. » Sophie m'a enlacée et j'ai senti un poids s'enlever de mes épaules. D'autres personnes ont commencé à se lever, offrant des mots de soutien et d'encouragement. Ces mêmes personnes qui m'avaient jugée voyèrent maintenant en moi un exemple de dépassement. Après l'événement, je suis restée à discuter avec plusieurs membres de l'audience. Mon parcours de rédemption continuait, mais je savais que j'étais sur la bonne voie. Et pour la première fois depuis longtemps, j'étais en paix avec qui j'étais et avec ce que j'avais fait. Après avoir affronté mon passé, j'ai ressenti une nouvelle force en moi. J'ai décidé qu'il était temps de reconstruire les liens qui avaient été brisés, en commençant par ma famille. Ma relation avec mes parents avait été tendue après la trahison et le divorce. Ils étaient profondément déçus par moi et, bien que nous soyons toujours en contact, la proximité que nous avions autrefois avait disparu. J'ai planifié un voyage pour leur rendre visite. Ils habitaient dans une petite ville de province, un endroit plein de souvenirs d'enfance. J'y suis arrivée avec un mélange d'anxiété et d'espoir. Ma mère m'a accueillie avec une étreinte chaleureuse, et mon père avec un sourire contenu. Je savais que je devais ouvrir mon cœur et expliquer ce qui s'était passé. Ce soir-là, nous nous sommes assis sur la véranda, comme nous le faisions quand j'étais enfant. Le silence était confortable, mais chargé d'attente. Finalement, j'ai commencé à parler. « Maman, papa, je sais que je vous ai déçus de nombreuses façons. J'ai fait des erreurs terribles et j'ai blessé des personnes importantes. Mais je veux que vous sachiez que je change, que j'essaie de devenir une meilleure personne. » Ils m'ont écouté en silence. Quand j'ai terminé, ma mère a posé sa main sur la mienne. « Claire, nous faisons tous des erreurs. L'important, c'est ce que nous faisons après. Nous avons vu le travail que tu fais et nous sommes très fiers de toi. » Mon père a acquiescé, son regard doux et compréhensif. « Claire, nous t'avons toujours aimé, même quand nous ne comprenions pas tes choix. Nous sommes heureux de voir que tu as trouvé un but. » Ces mots ont signifié le monde pour moi. Nous avons passé le reste de la nuit à discuter, à nous remémorer de vieux souvenirs et à partager de nouvelles histoires. J'ai ressenti que, finalement, je reconstruisais un lien important, et cela m'a donné une nouvelle perspective d'espoir. De retour en ville, j'ai continué mon travail à l'ONG avec un regain de vigueur. Marc et moi étions de plus en plus proches, et il est devenu une présence constante et soutenante dans ma vie. Peu à peu, j'ai commencé à ouvrir mon cœur à nouveau, me permettant de rêver à un avenir ensemble. Nous avons organisé une série d'ateliers et d'événements à l'ONG, abordant des thèmes comme l'estime de soi, l'autonomisation et la surmontée des traumatismes. Les histoires de succès et de dépassement des femmes que nous aidions étaient une source constante d'inspiration pour moi. Un jour, j'ai reçu une lettre de Marie, cette femme qui m'avait envoyé un email désespéré des années auparavant. Elle racontait comment, avec l'aide de l'ONG et des conversations que nous avions eues, elle avait réussi à reconstruire sa vie. Elle avait trouvé un nouvel emploi, repris ses études et, plus important encore, redécouvert sa force intérieure. Ces histoires me montraient que mon travail avait un impact réel. Chaque jour, je me sentais plus accomplie et certaine d'être sur la bonne voie. Le soutien de Marc, la réconciliation avec mes parents et l'impact positif sur la vie des femmes que nous aidions étaient la preuve que, même après des erreurs passées, il était possible de trouver une rédemption et de construire quelque chose de significatif. Ma vie, maintenant, était un mélange de travail acharné, d'amour et de croissance personnelle. Et, par-dessus tout, j'ai appris que la véritable rédemption vient de l'intérieur, de l'acceptation de nos erreurs, de l'apprentissage de celles-ci et de leur utilisation comme une force pour le bien.
Et ainsi, j'ai continué mon parcours, sachant que chaque pas me rapprochait de la personne que j'avais toujours voulu être. La vie continuait à me surprendre de manière que je n'aurais jamais pu prévoir. Après des années de travail acharné et d'autodécouverte, j'étais enfin dans un endroit où je me sentais équilibrée et en paix. Marc et moi étions de plus en plus proches et j'ai commencé à penser à ce que serait notre avenir ensemble. Un après-midi, alors que nous nous promenions dans le parc, Marc s'est arrêté brusquement. Il semblait nerveux, quelque chose de rare chez lui. « Claire, j'ai besoin de te parler de quelque chose d'important. » Mon cœur a battu plus vite. Nous nous sommes assis sur un banc proche et il a tenu mes mains avec fermeté. « Claire, depuis que nous nous sommes rencontrés, j'ai vu à quel point tu as grandi et t'es transformée. J'admire ta force, ta dévotion et l'amour que tu as pour ce que tu fais. Je veux que tu saches que, peu importe ton passé, je t'aime profondément. » J'étais émue par ces paroles. Marc a souri, puis a sorti une petite boîte de sa poche. « Claire, veux-tu m'épouser ?» Je suis restée sans voix pendant un moment, sentant les larmes commencer à couler. Finalement, j'ai réussi à murmurer « Oui, Marc, oui, je veux. » Le soulagement et le bonheur dans ses yeux reflétaient mes propres sentiments. C'était comme si, enfin, toutes les pièces de ma vie s'assemblaient. Notre mariage fut une célébration simple, mais pleine d'amour et de sens. Il y avait mes parents, des amis proches et de nombreuses femmes que nous avions aidées grâce à l'ONG. Après le mariage, notre vie ensemble est devenue un partenariat encore plus fort. Marc était un soutien constant. Et ensemble, nous avons commencé à planifier de nouvelles façons d'étendre la portée de l'ONG. Il avait des idées brillantes sur la manière d'améliorer nos programmes et de toucher plus de personnes dans le besoin. Nous avons décidé d'ouvrir de nouvelles filiales dans d'autres villes, portant notre travail à plus de communautés. Voyager dans ces nouvelles localités, rencontrer des gens et entendre leurs histoires était incroyablement enrichissant. Je sentais que je faisais vraiment une différence, non seulement dans ma vie, mais dans celle de tant d'autres. Cependant, avec chaque nouveau départ, viennent de nouveaux défis. Nous devions faire face à des questions logistiques, financières et émotionnelles. Mais, aux côtés de Marc, chaque obstacle semblait plus petit. J'ai appris à avoir plus confiance en moi et en la force de notre union. Un jour, lors de la visite d'une nouvelle filiale, nous avons rencontré une jeune femme nommée Hélène. Elle était dans une situation difficile, semblable à celle de nombreuses autres femmes que nous avions rencontrées. Hélène fuyait une relation abusive et avait besoin d'aide. Nous avons longuement discuté et j'ai vu dans ses yeux la même désespérance que j'avais vue en moi. Hélène a commencé à fréquenter nos ateliers et, peu à peu, a commencé à s'ouvrir. La voir grandir et gagner en confiance a été une des expériences les plus gratifiantes de ma vie. Je savais que, malgré mes erreurs passées, j'étais sur la bonne voie. La vie aux côtés de Marc était un apprentissage constant et une aventure. Nous construisions ensemble quelque chose de beau, quelque chose qui faisait la différence. J'ai appris que, même après la trahison et la douleur, il était possible de trouver l'amour et la rédemption. Mon histoire n'était pas sur les erreurs que j'avais commises, mais sur la manière dont je les avais surmontées et utilisées pour construire un avenir meilleur. Les jours devenaient plus légers, pleins d'espoir et de but. Je savais que, malgré les défis que j'aurais encore à affronter, j'avais à mes côtés des personnes qui m'aimaient et croyaient en moi. Et cela, pour moi, était la plus grande victoire de toutes. À mesure que les années passaient, l'ONG continuait à croître et à avoir un impact sur la vie de nombreuses femmes. Marc et moi étions profondément impliqués dans chaque aspect du travail, consacrant notre temps et notre énergie pour nous assurer que chaque femme croisant notre chemin reçoive le soutien et les conseils dont elle avait besoin. Un jour, nous avons reçu une lettre du maire de la ville, nous invitant à une cérémonie spéciale. L'ONG était reconnue pour son travail exemplaire dans la communauté et j'avais été choisie pour recevoir un prix de reconnaissance. La nouvelle était émouvante et en même temps surréaliste.
Moi, qui avais commencé ce voyage au milieu de tant de douleur et de culpabilité, était maintenant reconnue pour mes contributions positives. Le jour de la cérémonie, le hall était plein de visages familiers et inconnus. Marc était à mes côtés, tenant ma main avec un sourire fier. Quand mon nom a été appelé, je suis montée sur scène, le cœur battant fort. Recevoir ce prix était plus qu'une reconnaissance. C'était un symbole de tout ce que j'avais surmonté et construit. Ce prix n'est pas seulement pour moi. Ai-je commencé, ma voix tremblant un peu. Il est pour toutes les femmes que j'ai rencontrées au cours de ce voyage. Des femmes fortes, courageuses et résilientes qui m'ont montré le véritable sens du dépassement de soi. J'ai appris que, même dans les moments les plus sombres, nous pouvons trouver la lumière et transformer nos vies. Des applaudissements ont résonné dans le hall, et en descendant de la scène, j'ai été entourée de câlins et de paroles d'encouragement. Ce moment a solidifié en moi la certitude que j'étais sur la bonne voie. Avec le temps, j'ai commencé à penser à comment garantir que le travail de l'ONG continue même après mon départ. Il était important de créer un héritage qui perdurerait, assurant que les futures générations de femmes aient le soutien dont elles ont besoin. J'ai commencé à former une nouvelle génération de leaders, des femmes qui avaient été aidées par l'ONG et qui étaient maintenant prêtes à assumer des rôles de leadership. J'ai organisé des ateliers et des formations intensives, axées sur les compétences de leadership, l'empathie et la gestion. C'était incroyable de voir la croissance de ces femmes, dont beaucoup avaient commencé comme bénéficiaires et étaient maintenant prêtes à diriger. À la maison, notre vie avec Lucas était remplie d'amour et d'apprentissage. Adopter un enfant apportait ses propres défis, mais chaque jour avec lui était une bénédiction. Marc et moi nous relayions pour nous assurer qu'il y avait toujours quelqu'un de présent pour Lucas, équilibrant nos travaux avec la vie familiale. Lucas, de son côté, grandissait rapidement, absorbant tout ce qui l'entourait. Il aimait passer du temps à l'ONG, interagissant avec les femmes et les enfants que nous aidions. Il devenait un garçon sensible et compatissant, et j'étais fière de le voir suivre nos traces. Un de ces jours, lors d'une de ses conférences, j'ai rencontré Lisa, une journaliste passionnée par mon parcours. Elle m'a proposé de faire un documentaire sur l'ONG et le travail que nous faisions. L'idée m'a émue car je savais que nous pourrions toucher encore plus de personnes avec cette plateforme. Nous avons passé des mois à filmer le documentaire, capturant des histoires de dépassement de soi et d'espoir de diverses femmes que nous aidions. Lisa était méticuleuse et sensible, réussissant à capter l'essence de notre travail. Lorsque le documentaire a été diffusé, la réponse a été bouleversante. Nous avons reçu des messages de soutien et de nouvelles donations de tous les coins du pays. Cette visibilité a apporté de nouveaux défis. La demande pour nos services a augmenté et nous devions rapidement élargir notre capacité d'accueil. Marc et moi travaillons sans relâche et Clara, désormais l'une des principales dirigeantes de l'ONG, a assumé un rôle central dans la coordination des nouvelles filiales. La vie à la maison continuait d'évoluer. Lucas grandissait, devenant un jeune homme curieux et plein d'énergie. Il adorait aider à l'ONG et nous l'emmenions souvent à des événements et ateliers. Il était évident qu'il avait un cœur compatissant et une volonté d'aider les autres, quelque chose qui nous remplissait de fierté. Un soir, alors que nous étions tous réunis dans le salon, Marc a suggéré quelque chose qui a changé le cours de nos plans futurs. « Claire, as-tu déjà pensé à étendre notre travail à d'autres parties du monde ?» a-t-il demandé, les yeux brillants d'enthousiasme. L'idée était ambitieuse, mais intrigante. Nous avons commencé à explorer les possibilités de partenariats internationaux, et bientôt nous étions en train de planifier l'ouverture de notre première filiale à l'étranger. C'était un projet colossal, mais avec l'équipe dévouée que nous avions construite, je savais que c'était possible. Pendant les préparations pour cette expansion, nous avons reçu la visite d'une équipe d'une ONG américaine qui souhaitait collaborer avec nous. Nous avons rencontré Jeanne, une femme inspirante qui avait une vision similaire à la nôtre. Elle nous a aidés à établir des connexions et à mieux comprendre le paysage international de l'aide humanitaire. La collaboration avec l'ONG américaine
a été un succès, et bientôt nous étions prêts à inaugurer notre première filiale internationale. La cérémonie d'ouverture a été un moment émouvant, rempli de discours inspirants et de la présence de femmes de diverses parties du monde. Je me sentais incroyablement reconnaissante pour tout ce que nous avions accompli. Mon parcours de rédemption, qui avait commencé avec tant de souffrance, se transformait maintenant en un héritage d'amour et d'espoir. Aux côtés de Marc, Lucas et notre incroyable équipe, nous continuions à construire un avenir meilleur pour de nombreuses femmes. Chaque pas fait était une preuve que, malgré les erreurs du passé, il est possible de trouver un chemin de rédemption et de faire la différence dans le monde. Avec l'expansion internationale, le travail de l'ONG a pris une nouvelle dimension. Nous touchions des femmes dans différentes parties du monde, offrant soutien, orientation et espoir. Chaque nouveau projet apportait de nouveaux défis, mais aussi de nouvelles opportunités de croissance et d'apprentissage. Lors d'une de ces visites internationales, nous avons rencontré Amina, une jeune femme d'Afrique qui avait surmonté des difficultés inimaginables. Son histoire de résilience et de courage nous a profondément touchés. Nous avons décidé d'aider à établir un centre de soutien dans sa communauté et Amina est devenue une leader locale, inspirant d'autres femmes à suivre ses traces. Au fil des années, notre ONG n'a pas seulement grandi en taille, mais aussi en impact. Les histoires de transformation et de dépassement de soi se multipliaient, chacune plus inspirante que l'autre. En plein milieu de tout ce travail, Marc et moi n'avons jamais oublié l'importance de notre famille. Lucas, maintenant adolescent, était de plus en plus impliqué dans l'ONG. Sa passion et sa dévotion étaient évidentes, et nous savions qu'il était prêt à prendre des responsabilités. Un jour, lors d'un événement caritatif, Lucas a prononcé un discours qui m'a profondément émue. « J'ai grandi en voyant l'impact que ma mère et mon père ont sur la vie des gens, » a-t-il dit, avec une maturité qui m'a surprise. « Je veux suivre leurs pas et continuer ce travail incroyable. » J'ai appris que, même dans les situations les plus difficiles, il y a toujours une manière d'aider et de faire la différence. Les mots de Lucas m'ont rempli de fierté et d'espoir. Je sentais que, d'une certaine manière, tout le travail acharné et les difficultés que nous avions traversées valaient la peine. Nous étions en train de créer un héritage qui transcenderait nos vies, quelque chose qui continuerait à inspirer et à aider les gens pendant de nombreuses années. Nous avons alors décidé de créer un programme de mentorat pour jeunes leaders, formant la prochaine génération pour continuer notre travail. Lucas a été l'un des premiers à s'inscrire, et sa dévotion et son enthousiasme étaient contagieux. Il est devenu un mentor naturel, aidant d'autres jeunes à développer leurs compétences et à trouver leur but. L'impact de notre travail a commencé à attirer l'attention de grandes organisations et des gouvernements. Nous avons reçu des prix et des reconnaissances pour nos contributions à la société, et j'ai été invitée à parler lors de conférences internationales, partageant notre histoire et l'impact de nos actions. Lors d'une de ces conférences, j'ai rencontré Maria, une leader communautaire d'Amérique latine. Sa vision et sa passion pour le travail communautaire étaient inspirantes, et nous avons décidé de collaborer sur un nouveau projet axé sur l'éducation et l'autonomisation des jeunes femmes. Ce partenariat est devenu un jalon dans notre expansion, apportant de nouvelles perspectives et idées. Les années ont passé rapidement. Marc et moi avons continué à travailler ensemble, équilibrant notre vie personnelle avec la mission de l'ONG. Il y avait des moments de fatigue et de frustration, mais aussi de joie et de réalisation. Chaque histoire de succès, chaque vie transformée, était un rappel du pourquoi nous avons commencé ce voyage. Un jour, alors que je réfléchissais à tout ce que nous avions accompli, j'ai reçu une lettre d'une femme nommée Hélène. Elle avait lu mon livre et voulait partager comment mon histoire l'avait inspirée à surmonter ses propres défis. Ces mots étaient un témoignage de l'impact que peut avoir une vie dédiée au service et à la rédemption. Mon parcours, qui avait commencé avec trahison et douleur, s'était transformé en un héritage d'espoir et de transformation. Je savais qu'il y avait encore beaucoup à faire, de nombreuses vies à toucher. Mais, avec le soutien de Marc, Lucas, Clara
et toute notre équipe, j'étais confiante que nous continuerions à faire la différence. Ma vie, qui avait commencé avec tant d'erreurs et de douleurs, s'était transformée en un phare d'espoir pour beaucoup. Je savais qu'il y avait encore beaucoup à faire, mais avec chaque pas que nous faisions, nous construisions un héritage d'amour, d'espoir et d'autonomisation. Et ainsi, le voyage continuait.